Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, on tenait à remercier les organisateurs de nous permettre de présenter nos travaux avec un petit peu plus de temps que ce qui était prévu. Donc on va vous parler d'un projet de recherche qui est mené maintenant depuis 4 ans environ, qui repose sur la question du hors-structure. Ce projet repose sur la thèse de Camille, donc Camille Eslan, qui fait une thèse CIFRE qui est financée par la Fédération française d'équitation. Le projet bénéficie d'un cofinancement du Conseil scientifique de l'IFCE et d'un partenariat de l'INRAE, notamment à travers Sandrine Costa, qui est chercheure à l'UMR Moïsa, et puis donc d'un cofinancement du Fonds EPRON en lien avec la FFE. Le hors-structure, finalement, c'est l'auto-organisation. Qu'est-ce que l'auto-organisation dans le sport? C'est un phénomène qui est croissant, grandissant, et on voit que ça peut être sous une forme de football de rue, basket de rue, avec des gens qui se socialisent ensemble au bas de l'immeuble, mais c'est aussi des pratiques un peu en autonomie, comme dans le running, où les gens vont courir tout seuls quand ils en ont envie, avec souvent un rejet des normes institutionnelles. Dans l'équitation, ce qui est souvent un petit peu prégnant, c'est aussi un manque de confiance envers les professionnels qu'on retrouve chez d'autres pratiques sportives. Alors l'équitation en France, la plupart d'entre vous connaissez le contexte, mais l'initiation en France se fait principalement à travers les centres équestres. C'est le premier sport fédéral féminin et le 4e sport fédéral français en termes de nombre de licenciés, avec pratiquement 700 000 licenciés en 2022. Il y a d'autres estimations qui montrent qu'il y aurait beaucoup plus de pratiquants qui sont donc licenciés et non licenciés, donc qui sont des pratiquants réguliers ou plus ponctuels, donc entre 1,5 million et 2,2 millions selon les estimations. Et donc parmi eux, il y a beaucoup de gens qui sont hors structure, et on note un développement important de ces activités hors structure équestre au cours de ces dernières années. En France, on a environ 1 million d'équidés sur le territoire. On estime qu'il y aurait environ 30% de ces équidés qui seraient détenus par des hors-structures, et ceci pour des utilisations très variées. Donc ça peut être pour de la randonnée, pour des compétitions équestres, ou pour simplement avoir le cheval à côté de chez soi dans son jardin. Comment peut-on définir le hors-structure équestre, donc l'usager auto-organisé équestre? C'est un cavalier, propriétaire ou gardien d'équidé qui s'auto-organise pour gérer son équidé indépendamment de toute structure professionnelle. Ces particuliers hors structure peuvent être regroupés ou non à plusieurs, individus isolés ou alors s'organisant en famille, et ils détiennent des équidés, bien sûr, sans profit économique. Alors, cette recherche a plusieurs objectifs. Le premier était de caractériser ces usagers équestres hors structure, puisque finalement, on ne connaît pas ces personnes, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font avec leurs animaux, comment est-ce qu'ils s'organisent, quels sont leurs besoins, quels problèmes ils rencontrent, etc. On voulait également analyser les processus qui mènent à cette auto-organisation, donc les raisons de l'auto-organisation, les motivations, mais aussi déterminer les valeurs recherchées par les hors-structures, c'est-à-dire quels éléments sont importants pour eux dans le fait d'être hors-structure. On voulait aussi identifier leurs besoins, leurs difficultés, et ceci dans l'objectif de leur proposer une offre de service qui soit adaptée, et également dans le but de fournir aux institutions des éléments pour mieux connaître cette population, pour mieux gérer tout ce qui est risque en cas de crise sanitaire, des choses comme ça, ou transmission d'informations. Donc notre méthodologie s'appuie sur un cadre théorique, vu que c'est une thèse en sciences de gestion. On s'appuie sur le marketing des services, notamment liés aux expériences, et les expériences spécifiques de consommation, ce qui nous a amené à travailler sur les composantes de la valeur de consommation qui peuvent différentes selon si on veut consommer utilitairement ou si on veut avoir plus de plaisir, donc une valeur plutôt hédonique. On s'appuie aussi sur l'attachement à l'animal, qui est une théorie proposée par Rocatecar et Bowlby, dont le principe se réfère à l'attachement de la mère à son enfant. Hop là.
Donc, je présente aussi le... Non, excusez-nous. Pardon. Donc, au niveau de la méthode de collecte de données, on a réalisé différents types d'enquêtes. Tout d'abord, des enquêtes auprès des hors-structures eux-mêmes. Une enquête qualitative approfondie, donc c'est-à-dire des entretiens avec des hors-structures auprès de 30 répondants répartis sur la France métropolitaine. Bien sûr, on ne peut pas viser l'exhaustivité des profils, mais on a essayé d'avoir des profils variés, donc le plus de diversité de situations possible. Ces entretiens ont été réalisés en 2 séries. Une première série par téléphone durant la période de crise sanitaire, à peu près 1 heure au téléphone, et une deuxième série d'entretiens sur site avec ces gens-là, avec leurs chevaux, qui a duré un petit peu plus longtemps, 1 heure et demie. Voilà, et ces données ont été analysées à travers une analyse de contenu thématique. Cette enquête qualitative nous a permis de construire un questionnaire à destination d'une enquête en ligne, une enquête quantitative. On a obtenu 660 répondants hors structure, pareil, répartis sur la France entière. Et l'objectif, là, était d'analyser les déterminants de l'organisation, donc pourquoi on s'organise en hors structure, et quelles sont les valeurs recherchées, donc les éléments importants dans leur structure pour ces individus. Et enfin, il y a une enquête qui a été réalisée parallèlement auprès de professionnels, donc une petite enquête qualitative auprès de 16 répondants assez variés, donc des dirigeants de centres équestres, d'écuries de pension ou des prestataires de services comme des selliers ergonomes, des masseurs, kinésithérapeutes, des maréchaux ferrants. Sur la France également, répartis sur la France métropolitaine. Et là, l'objectif était d'étudier quelles relations ils ont avec les hors-structures et quelle vision ils ont de cette potentielle clientèle. 2 motivations principales apparaissent suite aux entretiens, notamment le passionné par la pratique. Donc c'est souvent des gens qui sont déçus, insatisfaits des activités proposées par les structures professionnelles. Et on a aussi le passionné par l'animal, qui est une personne en fait cherchant à vivre au quotidien une relation privilégiée avec son équidé. Alors un autre point important, ce sont les ressources à disposition de ces individus. Ces ressources peuvent soit permettre de faciliter le fait d'être hors structure, soit être un frein quand elles sont difficiles d'accès pour ces personnes-là. Donc les ressources, elles peuvent être héritées, c'est-à-dire je les ai héritées de mes parents, il y a eu un apprentissage, etc. Elles peuvent être acquises par de la formation. Elles peuvent être achetées, c'est-à-dire sous-traitées. Quand on n'a pas les ressources nécessaires, on va les acheter. Ou alors elles peuvent être trouvées auprès de réseaux, des réseaux d'amis, des réseaux d'autres hors structures, etc. Donc pour ces ressources, il y a tout d'abord les ressources en temps. Le temps qui va être séparé en plusieurs tâches, le temps lié à la pratique, le temps pour les soins aux équidés et le temps qui est dédié aussi à l'entretien et à la gestion des pâtures. Et ce qu'on voit progressivement chez les hors-structures, c'est une transition du temps au début des gens qui dédient beaucoup de temps à la pratique et qui petit à petit délaissent la pratique pour dédier de plus en plus de temps à l'entretien des équidés et des parcelles. Donc bien sûr, il y a les ressources matérielles, notamment l'accès au foncier qui peut poser problème, l'accès à des infrastructures équestres pour la pratique ou à du matériel agricole pour l'entretien des parcelles. Et puis bien sûr les aspects financiers, avec bien sûr le pouvoir d'achat qui va moduler la façon dont on va s'organiser, puisque finalement ce qu'on a pu voir, c'est un petit peu soit on a du temps, soit on a de l'argent. Soit on a du temps et on fait soi-même, soit on a de l'argent pour sous-traiter les choses. Et enfin, il y a également les ressources en compétences. Donc ces compétences qui sont de 3 ordres, compétences équestres pour les soins aux animaux et pour la pratique à cheval, les compétences agricoles pour gérer ces pâtures et fournir une bonne alimentation à ces animaux, et puis les compétences vétérinaires pour tout ce qui est les premiers soins. Et là, de nouveau, on a la même chose, soit on a des compétences, soit on a de l'argent pour sous-traiter et aller acheter ces compétences, soit on a des réseaux pour aller chercher les compétences ailleurs et pour complémenter les compétences que l'on a soi-même. Nos autres résultats montrent
que les répondants sont fortement attachés à la valeur éthique et au bien-être animal. Jusque-là, pas de surprise, sauf qu'on s'attendait au départ à un effet inverse en se disant que quand on est hors structure, on va plutôt moins bien prendre soin de son équidé. Or, les hors structures quittent les structures professionnelles parce qu'ils ne sont pas satisfaits des conditions d'hébergement. Notamment, un de nos répondants nous a dit « Un cheval est grégaire, il vit beaucoup en troupeau, il ne vit pas seul. C'est pour ça que le mettre en centre équestre n'aurait pas été bon pour moi, pour lui, mon cheval. Il aurait été en boxe et il aurait été tout seul. » On a aussi une autre valeur qui apparaît et qui est extrêmement importante, c'est la valeur de transmission. Les répondants ont envie de transmettre leurs connaissances à leurs proches. Ça peut être leur famille, leurs enfants, mais aussi à des amis. Et ces expériences qui sont transmises en héritage auraient besoin d'être structurées peut-être ou prises en compte en tout cas par les professionnels de manière à ce qu'il y ait un peu cette transmission qui soit effectuée aussi via des professionnels qui transmettent un bon message. Notamment ce qui peut poser des questions en termes d'organisation et d'assurance sur certains points sanitaires par exemple, mais aussi dans la pratique notamment d'engins avec des engins agricoles. Hop. Notre verbatim, c'est en fait une répondante m'a dit « Je recrée un peu la ferme de que mes grands-parents auraient pu avoir. C'est transgénérationnel. Il y a un système d'héritage que je veux perpétuer. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être l'héritière du savoir de mon père. » Alors un autre point important qui ressort, c'est l'attachement à l'animal. Donc ce qu'on entend par attachement, c'est le lien affectif, le plaisir d'être avec son animal, le sentiment de sécurité que ça procure, c'est une source de réconfort. Les individus cherchent un rapprochement physique avec l'animal. Et donc tout ça, c'est très positif, mais ça induit aussi des sentiments un petit peu plus négatifs, et notamment par rapport aux risques qui sont pris par rapport à l'animal, de la peur de faire des erreurs et de mal faire pour son animal. Donc en termes de verbatim, on a par exemple « On est accueilli par les hennissements des mules, on les voit à travers la fenêtre. Si on veut aller les voir, passer un moment avec elles, on est juste à côté, ça n'a pas de valeur. » Donc là, on voit vraiment la valeur très importante, presque impossible à mesurer, que les individus donnent au fait de vivre avec leurs animaux. Deuxième exemple de verbatim, « Je retire du plaisir de cette complicité, la joie de partager avec les chevaux. En fait, c'est le plus agréable. » Donc cet attachement, finalement, se traduit à travers une relation privilégiée avec l'animal ou les animaux et un mode de vie. Je vis avec mon animal au quotidien. Nos résultats auprès des professionnels maintenant, auprès des répondants, mais envers leur relation avec les professionnels, montrent que certaines difficultés ou besoins. Par contre, ce qui est positif, c'est que pour 36%, ils n'ont pas de besoin ou de difficultés, donc ils sont en autonomie et satisfaits de cette autonomie. Par contre, près de 20% ont du mal à trouver des prestataires pour leurs services qui soient adaptés à leurs demandes. On voit aussi qu'il y a un besoin d'accompagnement dans la gestion des parcelles agricoles pour 25% d'entre eux, ce qui est aussi le cas pour la pratique équestre. Ils ne trouvent pas forcément de prestataires adaptés ou ils n'ont pas non plus d'infrastructure pour leur pratique équestre ou d'infrastructure pour le stockage agricole. Alors beaucoup de hors-structures ont des besoins, très peu utilisent des prestataires, mais il y en a quand même. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 95% des hors-structures qui sont passées à un moment ou à un autre de leur parcours par des structures professionnelles et souvent par des centres équestres pour apprendre à monter à cheval. Les prestataires qui sont utilisés actuellement par des hors-structures, ils relèvent majoritairement des soins aux équidés, donc tout ce qui est vétérinaire, ostéopathe, maréchal ferrant, dentiste, etc. On voit également une utilisation des agriculteurs locaux qui fournissent un appui aux hors-structures pour tout ce qui est gestion de l'entretien des parcelles ou utilisation de matériel d'engins agricoles pour de la maintenance en fait, par rapport aux équidés. Les services liés à la pratique équestre sont très peu utilisés par les hors-structures. Ils y ont peu recours.
et peu ont l'idée finalement de se diriger vers des professionnels pour trouver de l'aide. Ils vont se débrouiller tout seuls, ou alors ils vont se débrouiller en famille, ou aller voir d'autres hors-structures pour s'entraider. Quand on a interrogé les professionnels sur les hors-structures, ils les considèrent comme des cavaliers de passage, une clientèle assez instable et irrégulière, et principalement des gens qui sont attirés par le tourisme et le loisir. Or, ce n'est pas la vérité, vu les résultats qu'on a eus dans ma thèse. Certains clients peuvent être des cavaliers réguliers, pratiquer des activités sportives, voire même des compétiteurs. Alors, pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a vu une insatisfaction des hors-structures envers les structures professionnelles qu'ils ont fréquentées précédemment, notamment concernant les conditions de vie des équidés ou les activités qui sont proposées par les professionnels. Les hors-structures ont des besoins spécifiques aujourd'hui en tant que hors-structures qui sont en partie non satisfaits. On a vu pour des services agricoles, pour leurs pratiques équestres, pour accéder à des infrastructures, notamment pour monter à cheval. Donc finalement, il y a vraiment un besoin d'accompagner ces usagers auto-organisés et il faut vraiment, j'insiste sur ce mot accompagner et non pas réintégrer ces gens-là dans des structures professionnelles puisque vraiment ils n'ont pas ce souhait-là. Ils ne veulent pas retourner chez des professionnels, par contre ils ont des besoins. Donc ce qu'il faut, c'est communiquer auprès de ces gens-là avec des outils adaptés, proposer bien sûr une offre adaptée qui tienne compte des motivations de ces gens-là, des valeurs qu'ils recherchent et des freins qu'ils rencontrent liés à l'accès à certaines ressources. Et ça peut se faire sous la forme d'un accès à des réseaux, sous la forme de formation ou sous la forme d'une offre de service. Aujourd'hui, ma thèse est quasiment terminée. Par contre, on va continuer à la valoriser parce que je suis encore en contrat avec la Fédération française d'équitation. On va notamment diffuser des résultats via des publications de transfert auprès de l'IFCE, fiches Wikipédia, fiches thématiques, dans les revues fédérales de la REF et l'Estafette, et puis bien sûr via des webconférences. On a aussi en cours la production d'une série d'indicateurs concernant les usagers équestres qui seront utiles à toutes les institutions de la filière. Nous avons actuellement 2 enquêtes en ligne qui sont en cours auprès des usagers et des dirigeants de structures et qui nous permettront de déterminer et de tester des services et des tarifs associés qui permettront de proposer des stratégies de développement vers un marché à destination des hors-structures pour les professionnels équestres. Merci beaucoup à tous nos partenaires et financeurs et merci à vous pour votre attention.